d'élus. Et je vais commencer par l'appel et après je vous ferai un petit point pour expliquer pourquoi nous sommes sur ce conseil aujourd'hui. Donc Isabelle Bonicelle présente, Jean-Guy Friot a donné procuration à moi-même, il est aujourd'hui hospitalisé, donc on espère que ça va mieux ce soir. Sylvain Marconnet, Daniel Altman, Christophe Dambrine, Didier Saget, Jean-Paul Fichot a donné procuration à moi-même, Véronique Vatan a donné procuration à Sylvain Marconnet, Aurélie Laroche a donné procuration à Sylvain Marconnet et Colette Ducourtiou a donné procuration à Madame Altman. Isabelle Thomas, absente. Brigitte Dubois, excusée. Catherine Robin-Chauveau, excusée. Françoise Lacour, excusée. Jean-François Dubois, excusé. Hervé Reverchon, excusé. Catherine Poirier, excusée. Philippe Morand, excusé. Patrick Coignet, excusé. Roland Taupin. Patrick Guérin, excusé. Bernard Gautron, excusé. Marie Keller, excusé. Michel Mottet, absent. Olivier Sicot, excusé. Geneviève Graillot, excusé. Stéphane Bénédite, excusé. Liane de Sabre, excusé. Et Lionel Léché, excusé. Je propose en secrétaire de séance de demander à Sylvain Marconnet d'être secrétaire de séance. Merci. Et puis, avant de débuter ce conseil, je vais lire quelques points. Donc, sur un conseil municipal normal, nous serions aujourd'hui sans quorum et donc obligés de reporter la séance. Donc nous nous sommes basés, alors ce conseil on ne le fait pas pour rien, il y a une raison pour faire ce conseil et cette raison, c'est qui? Ah, c'est le choix. Cette raison, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure des délibérations parce que du coup je vais en enlever un certain nombre, nous ne garderons que celles qui sont strictement indispensables et obligatoires aujourd'hui. Donc, je vais faire référence à l'ordonnance numéro 2020-391 du 1er avril 2020, qui précise que nous sommes actuellement en période d'état d'urgence. Et dans son paragraphe, il n'y a pas de numéro, je suis sur la page 3, quorum fixé au tiers pour une réunion régulière. Le quorum pour tenir une réunion régulière pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire est fixé au tiers en lieu et place de la moitié. Cela concerne non seulement l'organe délibérant des collectivités et des groupements, mais également des commissions permanentes et des bureaux des EPCI à fiscalité propre. Le quorum, donc le quorum, pour nous, ça serait 10. Le quorum de l'ensemble de ces instances s'apprécie en fonction des membres présents, mais aussi représentés, à savoir en intégrant les procurations. Donc, avec les procurations, nous sommes à 11, ce qui fait que nous avons le quorum selon ce texte qui émane des pouvoirs d'État. Voilà. Sur ce conseil municipal, nous avions plusieurs points. Donc, on va les prendre au fur et à mesure. Nous avions d'abord l'approbation des comptes rendus des conseils municipaux. Là, il n'y a pas d'urgence, donc ça sera pour une prochaine fois. Nous avons ensuite la validation du projet social 2020 du centre social municipal. Cette délibération, nous allons la conserver parce qu'elle est d'une importance capitale et je vais vous expliquer pourquoi. Et M. Alexandre vous expliquera aussi de son côté. Ensuite, modification des règlements de fonctionnement des services. Il n'y a pas d'urgence, on le fera une autre fois. Le plan local d'urbanisme, approbation de la modification numéro 1, c'est la modification qui a été travaillée tout au long de l'année. Si c'est validé dans un mois ou un mois et demi, ça peut juste porter préjudice pour des particuliers qui auraient des modifications à apporter sur leur mur, par exemple. Mais bon, on leur demandera de décaler leurs travaux en fonction, puisque ça ne pourra pas être... enfin, je ne vais pas le mettre au vote aujourd'hui, il n'y a pas une urgence capitale. Le plan local d'urbanisme, toujours lancement de la procédure de modification en vue d'un projet participatif de production d'énergie renouvelable. Donc là, je vais vous en dire quelques mots sans aller plus loin. C'est un projet n'est pas quelque chose d'arrêté définitivement. Un projet de photovoltaïque, de champ photovoltaïque, ça se travaille pendant plusieurs années et il faut, avant de signer toutes les conventions, avoir toutes les assurances que le projet peut fonctionner.
Donc aujourd'hui, il y a un projet important qui est situé sur le site de la Plaine, pas très loin du bord de l'autoroute. Et ce projet est un projet qui est sur des terrains privés, mais qui est suivi et approuvé par l'agglomération de Nevers, par le département et par le Sienne. Donc ce projet est d'une importance forte, puisque dans le cadre du PCAET, nous avons des obligations en matière de production d'énergie renouvelable, et ce projet pourrait couvrir entre un tiers et la moitié des exigences de la région sur ce sujet. Donc, ce qui placerait l'agglomération dans une situation un peu plus favorable, parce que le PCAET, je crois que Daniel, tu as assisté à quelques réunions, c'est quelque chose qui est lourd, et accéder à toutes les demandes en baisse de consommation, baisse de production de gaz à effet de serre, et puis augmentation des productions d'énergie renouvelable, enfin tout ça groupé, c'est une tâche immense qui attend l'agglomération, et ça peut permettre d'y participer. Pour l'instant, c'est juste un projet, donc ça démarrera un peu plus tard, hein. L'équipe prochaine décidera de lancer cette procédure de modification du PLU, puisque ça sera peut-être une révision en fonction de ce qu'on va pouvoir faire avec le SCOT. Voilà. Mais c'est un projet qui est donc en cours, ça sera un projet participatif et très environnemental, puisque l'agriculteur qui pour l'instant exploite les terres a une possibilité d'autres exploitations sur les mêmes terres. Donc la vocation agricole va rester avec de l'élevage au lieu de culture. Ensuite, la question numéro 6. Convention avec Orange pour la mise en souterrain des réseaux de communication électronique sur le périmètre des travaux d'enfouissement rue Jacques Duclos. Ça va pas... rue Jacques Duclos, ça va tenir, ou il faut qu'on la mette? On bloque des entreprises, là. Hein. Attendez, je vous en prie. Ça serait plus judicieux qu'on les aide à pouvoir faire les travaux comme ils avaient prévu. Bon, on va la remettre alors, celle-ci, la 6. Pardon. Je crois que c'est ça qu'il veut. Tiens, demande-lui si c'est pas ça qu'il veut, sinon tu vas lui donner. Alors, ensuite, la 7, lotissement des Carpeaux, convention pour la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive. On peut patienter un peu. Ça va juste décaler un peu dans le temps. Ensuite, la 8, convention avec le Sienne pour le projet d'éclairage du stade de foot du terrain des wagons. Là, on a une urgence parce que il y a des subventions en face, et le projet de travailler avec le Sienne va nous permettre d'économiser sur la facture liée à l'installation de l'éclairage sur le stade. Donc la 8, on la donne. Ensuite, culture, développement de l'animation culturelle, règlement d'attribution d'une aide aux 5 bars de la commune pour la programmation de 2 manifestations musicales dans l'année. C'est pas vital, on peut la repousser. Par contre, j'espère que la municipalité prochaine ne reviendra pas sur ce projet, parce que ça serait dommage. Et ça serait avoir tendu un peu la main à des commerces locaux et ne pas après répondre. Mais enfin bon, je préfère la déplacer. 10, plan de formation du personnel communal 2020. Ça peut attendre le prochain conseil. Merci. Indemnité d'astreinte de la filière police municipale, oui. C'est plus urgent. Il faudrait que ça passe aujourd'hui. Parce que sinon, vous allez avoir des rattrapages de salaire à faire. Donc, on va la mettre. Et puis, la question 12, création d'une prime exceptionnelle à l'égard des agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Cette question, je vais la laisser parce qu'elle a été validée par le CT, ça a été vu par les organismes syndicaux, vu par le personnel. Donc, je pense qu'il faut être prêt. Il faut savoir qu'il va y avoir aussi des indemnités qui vont être données au niveau des aides-soignants de la MAPAD. Et ça, c'est validé par l'État, puisqu'on est en zone rouge.
l'idée, c'est qu'on arrive à ce que tout le monde puisse avoir ses primes en même temps. Donc, il ne faudrait pas que nous, on soit en décalage et qu'on ne puisse pas donner les primes, parce que là, ça va nous retarder aussi de presque 2 mois sur les salaires si on ne le fait pas aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Donc, on va la laisser. Celle-ci, elle me semble assez importante. Alors, je voulais quand même juste vous lire un petit extrait, parce que j'ai reçu donc depuis ce matin hein, des messages de tout le monde. Donc je voulais juste vous lire un extrait des motifs de cette absence de conseillers municipaux. Alors où il m'est rappelé qu'ils sont surpris de découvrir quelques jours après le conseil municipal du 26 mai qu'il y avait un nouveau et dernier conseil municipal le 12 juin, soit 2 semaines à peine avant le second tour des élections. Et ça dit comme nous, certainement, vous avez probablement compris que Madame le maire souhaitait s'offrir une dernière tribune au détriment du sérieux et de la rigueur qu'un exécutif municipal devrait présenter, notamment dans cette période si difficile pour nos concitoyens. Les prétextes fallacieux utilisés pour justifier la tenue de ce conseil montrent, s'il en était encore besoin, l'incurie et l'impéritie, je vous invite à chercher dans le dictionnaire, de la gestion municipale actuelle. Ce n'est pas une question d'imprévision, c'est une question, et on a expliqué tout cela à la commission enfance-jeunesse, c'est une problématique de tempo. Nous avons le projet social qui arrivait à échéance le 30 mars, et nous avions un projet qui était validé pour 3 ans, et comme ça arrivait à échéance le 30 mars, ça veut dire qu'il aurait fallu que nous, on le vote juste avant les élections municipales de mars. Et on n'a pas voulu qu'il y ait interférence entre le projet social et l'élection municipale, parce que le projet social, c'est aussi un peu l'image de la municipalité. Donc, dans notre grande... Enfin, j'ai trouvé... On aurait pu passer en force ce projet municipal au mois de février. Et là, c'était fait, on n'en parlait plus. Donc, on a demandé à la CAF un délai pour pouvoir le faire tranquillement, nous ou une autre équipe, après les élections municipales, sauf que, je suis désolée de le dire, à aucun moment, personne n'avait prévu qu'on serait en période de crise sanitaire et qu'après le 16 mars, on aurait été bloqué. Et nous, par conséquent, c'est ce projet social qui devait être remis avant le 30 mars à la CAF, n'a pas pu être remis puisqu'il n'a pas été voté. Donc nous avions un délai de 3 mois qui nous avait été accordé par la CAF. Et puis, on a dit, on ne savait pas comment allaient se dérouler les choses. On était un peu dans l'attentisme pour savoir si on allait pouvoir continuer de travailler sur ce projet ou s'il allait falloir encore le remettre un peu plus loin. Donc, pendant cette période, à partir du mois d'octobre, on a commencé à présenter en commission les éléments du projet. On a eu une commission en octobre, une commission en novembre, au cours desquelles nous avons présenté les éléments du projet. Surtout la partie diagnostic, puisque le projet il repart globalement sur ce qui s'était déjà fait avec quelques modifications et améliorations. Monsieur Alexandre a travaillé en continu avec la CAF durant toute cette période hivernale avec des échanges, un peu les navettes de l'un à l'autre pour valider et poursuivre le projet. À la suite de ça, on ne savait pas trop si on allait pouvoir obtenir un délai supplémentaire et finalement nous avons reçu un mail. Alors il est arrivé chez monsieur Alexandre, donc moi je ne l'ai pas eu le jour même non plus, et c'était un vendredi, je pense qu'il est arrivé le 19 mai. Le 19 mai, nous étions en conseil le 26, effectivement, sauf qu'entre-temps, il y a eu un week-end, et on était sur le conseil. Et quand là, nous est arrivé sur la direction générale cette information, ce mail nous indiquait qu'il était impératif que le projet soit validé en conseil municipal avant le 15 juin, parce qu'il passait en commission à la CAF le 19 juin. Faute de passer ce conseil, le mail est à disposition, puisqu'il a été adressé au conseil à toutes les personnes de la commission. Faute de validation dans ces délais, ce sont des financements qui pouvaient être supprimés. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois de financement, aucune idée. Sachant que le financement global avoisine aux environs de 95 000 € sur l'année, puisque ça finance des postes. Voilà. Donc c'était un petit peu compliqué pour nous de dire aujourd'hui, oui, on aurait pu dire, non, on ne fait pas ce conseil, on laisse tomber, adieu va, et puis
Et puis la municipalité prochaine récupérera justement des projets non aboutis, non terminés, non validés. Non, on a des règles et puis on va respecter les règles. Il fallait donc que ce projet soit validé et c'est pour ça qu'il vous est présenté aujourd'hui. La commission s'est réunie, la commission n'a pas vu grand monde puisque nous avons eu une absence de conseillers à cette commission. Alors, je vais prendre le dossier. C'est toi qui l'as, celui du... Ah, passe-moi voir. Merci. Donc, je vais vous donner les éléments principaux et puis je vous laisserai un peu la parole pour une petite présentation plus complète. Donc, depuis sa création, 3 projets sociaux ont été élaborés depuis la création du centre social. 3 projets sociaux ont été élaborés et ont recueilli chacun l'assentiment de la Caisse d'allocation familiale de la Nièvre par l'attribution d'un agrément de fonctionnement d'1 an, puis un 4e agrément d'une durée de 3 ans. Chaque agrément était accompagné d'un soutien financier se décomposant chaque année comme suit. Animation globale, 68 709 €. C'est la partie pilotage du centre social, le salaire du directeur, les postes d'accueil et celui de la comptabilité. Et sur l'animation collective famille, il s'agit de 22 988 €. C'est une part du salaire de la référente famille ainsi qu'un soutien aux activités. Nous avons aussi une dotation de 20 785 € en provenance du conseil départemental au titre de l'adhésion à la Fédération des centres sociaux de la Nièvre, pour laquelle la ville verse en retour une cotisation annuelle de 3 126,68 €. Cette cotisation pourra évoluer dans les années futures puisqu'elle est basée sur un pourcentage du budget global du centre social. L'agrément du précédent projet social est arrivé à échéance, comme je vous le disais, donc le 31 mars 2020. La date initiale de remise du projet était prévue en janvier 2020 avec une commission d'agrément en mars 2020. Cette commission étant programmée en période électorale, une demande exceptionnelle de report a été effectuée auprès de la Caisse d'allocation familiale et accordée par les administrateurs de la CAF au plus tard le 30 avril avec l'organisation d'une commission d'agrément à une date ultérieure. La crise Covid-19 a contraint au report des conseils municipaux, de la commission d'agrément ainsi que de la remise officielle du dossier. Une rétroactivité des financements de 3 mois nous a été accordée. Par correspondance du 19 mai 2020, la Caisse d'allocation familiale nous a informé de la tenue le 19 juin de la dernière commission d'action sociale à laquelle le projet social devait être présenté au risque de remettre en cause les financements. Les documents validés par le conseil municipal doivent être remis au plus tard le 15 juin prochain. Fin 2020, la commission d'agrément CAF se réunira pour déterminer la durée du projet. Pour tenir compte des recommandations de la CAF, le centre social municipal a également mis en place un comité d'usagers et des groupes de travail pour la participation des habitants, élaboré les rencontres de travail régulières avec les techniciens de la CAF pour le suivi du projet, permis à son directeur de se former au Café Ruisse qu'il a obtenu le 30 novembre 2018. Aujourd'hui, le projet social finalisé par les équipes, le comité d'usagers et les différents partenaires est réalisé. Ce projet social comporte 4 axes prioritaires de travail: consolidation du fonctionnement de la structure, mixité et intergénérationnelle, éco-citoyenneté, accès aux droits. Il s'inscrit avant tout dans la continuité du travail effectué depuis plusieurs années et reste exclusivement orienté sur la situation locale et les besoins des usagers et habitants. C'est pourquoi la collectivité espère obtenir de nouveau un agrément de fonctionnement long qui permettra aux équipes de poursuivre le travail engagé. Et c'est pour cela que je vous proposerai d'approuver le projet social du centre social. Le dossier a été... Qui est-ce qui m'a mis sera présenté ? A été présenté en commission enfance-jeunesse les 1er octobre et 13 novembre 2019. Heureusement que c'est 2019, sinon on aurait pu croire que c'était l'année prochaine. Ainsi qu'à la commission des finances et du personnel du 8 juin 2020. Donc je vais vous laisser la parole pour nous présenter les grands traits, les grandes lignes du projet, les grandes lignes du diagnostic aussi, et puis voilà. Je sais pas, ça fonctionne? Oui, si, c'est bon. En fait, je parlais pas, c'est pas. Donc je vais vous présenter une petite synthèse, on va dire, du projet. Donc le projet, donc c'est l'aboutissement d'un an de travail de la part des services, des techniciens et de tous ceux qui œuvrent au quotidien auprès du centre social, ainsi que nos partenaires. Donc ce travail s'est décomposé en plusieurs étapes. Donc la première étape
dite diagnostic, donc a consisté en un recueil de données dites froides. Donc c'est des données qu'on collecte auprès de l'INSEE, auprès de la MSA, de la PMI, de la CAF, de l'Observatoire socio-économique régional, et également de questionnaires que nous avons administrés auprès des habitants et des usagers. Donc la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle le recueil des données chaudes. Donc on a profité des événements organisés sur la collectivité pour aller à la rencontre de façon formelle et informelle des habitants. Donc on a pu interroger les gens lors de Varennes-Vauzelles en fête, des actions ludothèques sur la place du marché, des animations de proximité des mercredis. On a également mené 3 cafés des parents devant les écoles. On a mis en place des petits outils tels que des boîtes à idées dans les accueils de loisirs, un cahier des parents à préambule. On a également profité des 3 conférences menées pour administrer des questionnaires enfin aux participants. Donc voilà, l'idée ça a été un peu de recueillir à la fois des données statistiques plutôt quantitatives et à la fois des données qualitatives. Donc ça nous a permis, nous, d'avoir un certain nombre de données pour commencer de travailler. Donc par rapport au retour qu'on a pu avoir des habitants, donc, on a un ressenti d'isolement social, de la pression, du stress. On a recensé également des cas d'harcèlement à la fois à l'oral et à l'écrit, notamment sur les réseaux sociaux, des rapports entre les familles ou les enfants. Des cas de violence physique et psychologique, la question de l'avenir environnemental qui inquiète beaucoup de gens. On a également de nouvelles problématiques liées à l'usage des téléphones portables, des smartphones par les enfants et les ados. Un sentiment de dévalorisation des personnes, de perte de confiance en soi, des problèmes d'exposition des enfants aux écrans et un manque de communication entre les personnes. Donc ce qu'il faut retenir au niveau du diagnostic, au niveau de la population, donc on n'est pas sur un changement, on va dire, excessif par rapport au précédent projet. Sur la ville de Vauzelles, on a un nombre de familles monoparentales supérieur au taux moyen nivernais, notamment dans les quartiers à fort taux de logements sociaux. Nous avons également un recul de la paupérisation de la population, ce qui est intéressant de souligner, ce qui est plutôt un indicateur positif. Nous avons la problématique du handicap qui est assez prégnante sur la commune au regard d'un taux départemental qui est déjà assez élevé. On recense des situations de harcèlement dans la vie réelle sur les réseaux sociaux et les quartiers. Des familles, des personnes rencontrent des difficultés également financières. On trouve des situations de violence physique et psychologique entre les individus. Et donc, comme je disais tout à l'heure, dévalorisation des personnes et perte de confiance en soi. Au niveau du contexte, donc, nous avons des dotations financières en baisse, une recrudescence des comportements individualistes, une absence de lien entre les habitants, un isolement social, notamment des familles monoparentales, un problème autour de l'accès aux démarches administratives informatisées pour certains publics isolés ou fragilisés, un début de carence en termes de mode d'accueil sur les 0-3 ans, donc une pression et un stress liés au climat sociétal et une surexposition des enfants aux écrans. Donc concernant le territoire, donc on a un territoire qui nécessite une approche globale parce qu'on est sur une superficie de quasiment 34 km², donc presque le double de Nevers, qui mêle l'urbain et le rural. C'est une des particularités de Varennes-Vauzelles. On a également l'absence d'un centre-ville historique, lieu de rencontre, qui est lié à la configuration de la ville. On a un bassin économique très développé, un important tissu associatif, culturel et sportif, et beaucoup d'opportunités partenariales. Donc, concernant l'arborescence du projet 2020-2024, donc il va s'articuler autour de 4 axes. Donc le premier va consister en la poursuite du développement du centre social. Donc le premier axe s'intitule « Consolider le fonctionnement de la structure », avec comme sous-objectif « Favoriser la participation citoyenne et optimisation du fonctionnement interne et externe ». Donc dans le volet « Favoriser la participation citoyenne », donc le premier sous-objectif, pérenniser les espaces d'expression des habitants, valoriser le bénévolat, lancer une nouvelle dynamique en vue de consolider la gouvernance de manière pérenne, organiser des événements et des animations,
et la ludothèque municipale comme vecteur de lien social. Donc dans la partie optimisation du fonctionnement interne et externe, développement du partenariat associatif et institutionnel, évaluation régulière du projet et réflexion autour de l'implantation des locaux. Planification, organisation et décloisonnement, donc ce qui est un objectif qui est vraiment interne au centre social. Donc le deuxième axe s'intitule mixité intergénérationnelle, donc avec la première sous-partie favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes, développer les actions de prévention, parcours, orientation et premiers pas dans la vie active, favoriser la citoyenneté, favoriser la découverte du milieu associatif. Donc la deuxième sous-partie, favoriser le bien vieillir. Donc favoriser la participation et rompre l'isolement, favoriser les liens intergénérationnels, développer des actions de prévention, développer un réseau de solidarité et de transmission des savoirs. Autre sous-partie, offrir un accueil de qualité ainsi qu'un accompagnement éducatif. Donc proposer un accueil extrascolaire, proposer des accueils périscolaires, proposer un accueil jeune 14-17 ans et développer les liens avec le conseil municipal des jeunes. Donc dernière sous-partie de l'axe mixité intergénérationnelle, coordination des structures petite enfance et offrir des modes de garde. Donc la première partie, accompagner les familles dans les perspectives d'accueil de leurs enfants, professionnaliser, favoriser les liens intergénérationnels, mise en place d'événementiels interservices et valoriser la place donnée aux parents. Donc avant-dernier axe, éco-citoyenneté, donc initier une démarche éco-citoyenne. Première partie, organiser des événements, organiser et proposer des ateliers et des activités, repenser la mobilité et adapter le fonctionnement des services. Dernier axe autour de l'accès aux droits. Donc première sous-partie, accompagnement aux démarches numériques, favoriser l'apprentissage de l'outil informatique et Internet, permettre un accès aux démarches dématérialisées. Et dernier sous-axe, favoriser l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Donc première partie, adapter le fonctionnement des services et deuxième, mise en place de partenariats avec les structures locales. Donc là, on est sur l'arborescence totale du projet. Donc évidemment, sous chaque axe, on a une déclinaison d'actions. Donc je vais vous en énumérer quelques-unes pour avoir des exemples concrets. Donc sur favoriser la participation citoyenne, donc on retrouve le conseil municipal des jeunes, les bilans participatifs, les rencontres de bénévoles, la newsletter des adhérents, les fêtes de quartier, les animations de quartier, les réunions thématiques, l'espace ludothèque, le comité de pilotage et la valorisation du travail effectué via la publication d'articles dans la presse interne et externe. Donc ensuite, concernant le fonctionnement, l'optimisation du fonctionnement du centre social, donc on a la mise en place de l'agenda partagé, de journées collectives de travail, de réunions de réseau et le café des coordinateurs. Ensuite, concernant l'axe mixité intergénérationnelle, on va retrouver tout ce qui est organisé dans le cadre du contrat enfance-jeunesse, tout ce qui est accueil de loisirs, séjour, chantier jeune, plan mercredi. Concernant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes, donc là on va retrouver les actions du projet jeunesse autour de la santé, du logement, de la mise en place de séjours, de jobs saisonniers, de la création d'une plateforme Job et Services. On va retrouver également la bourse municipale de lutte contre l'isolement en partenariat avec le CCAS, l'accompagnement des associations de jeunes et l'aide aux devoirs. Donc toujours dans l'axe mixité intergénérationnelle, donc favoriser le bien vieillir. On va retrouver les animations intergénérationnelles, le module de prévention santé senior de la Fédération des centres sociaux, jeux et compagnie, les actions communes avec le conseil municipal jeune, les sorties ateliers, les ateliers prévention d'hiver, atelier confection, atelier écriture, donc atelier confection qui a pu s'adapter pendant la période de Covid où on a eu un certain nombre de bénévoles qui sont venus réaliser des masques. On les en remercie. Donc, sur la partie coordination des structures petite enfance et offrir des modes de garde, on retrouve les permanences du relais d'assistante maternelle, préambule, les passerelles, l'outil d'information aux parents, le plan mercredi, les ateliers collectifs, les différents types de partenariats avec les écoles par exemple, la transmission des savoirs et l'instance de concertation à préambule. Donc, axe 3, éco-citoyenneté. Donc on va retrouver la journée éco-citoyenne
avec la Gratiferia en partenariat avec l'agglomération, le World Cleanup Day, le jour du nettoyage du monde, les randonnées éco-citoyennes, les ateliers Do It Yourself, l'espace jardin, le troc de graines et de plants, les causeries de jardin et la plateforme de mobilité. Alors concernant les dernières actions sur l'accès aux droits, donc nous retrouvons l'atelier informatique en groupe, donc la mise en place d'une borne en libre accès au centre social, les actions de sensibilisation autour de l'utilisation des écrans et d'Internet, l'atelier informatique individuel, et pour l'axe accès aux droits sous objectif inclusion et handicap, donc la mise en place des projets d'accueil individualisés, la formation des personnels, l'intégration d'un éducateur spécialisé à l'équipe et les actions avec l'IME, les AT, la classe spécialisée pour les enfants ayant un trouble autistique. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, projet social. Donc maintenant, je vais vous parler du projet famille. Donc le projet famille est dans la continuité du précédent. Hein. Donc l'objectif général, accompagner et valoriser les parentalités. Donc objectif intermédiaire, promouvoir la réflexion et la concertation des familles autour de l'éducation des enfants et les fonctions parentales, permettre l'expression des expériences de chacun, permettre de prendre le recul nécessaire à l'analyse des situations, encourager le dialogue avec les professionnels et le réseau de parents, informer sur les actions du territoire. Deuxième objectif intermédiaire, donc soutenir et renforcer les liens parents-enfants. Donc ouvrir la famille à l'esprit critique, susciter la curiosité, la découverte et l'exploration, organiser les moments simples de complicité transposables à la vie quotidienne de chacun, porter une attention particulière aux familles monoparentales, rompre l'isolement et créer le lien. Deuxième objectif général, accompagner les familles dans le processus économique du développement durable et de parcours de santé responsable. Donc objectif intermédiaire, participer à la mutation du modèle de consommation actuel pour un modèle meilleur pour la santé, plus positif pour l'environnement. Promouvoir la réflexion autour de la consommation durable et les économies engendrées. Sensibiliser à la démarche éco-responsable. Encourager le faire soi-même ou le fait maison. Deuxième objectif intermédiaire, mettre en synergie les familles, les adultes et les partenaires de santé du territoire. Agir en faveur de la santé et impliquer les familles. Inviter les personnes à être acteurs de leur parcours de santé. Agir favorablement sur l'estime de soi. Et donc, dernier objectif général, consolider le maillage partenarial. Objectif intermédiaire, faire vivre le réseau existant, mettre en concordance nos différentes ressources, partager les informations, partager les savoir-faire et les expériences, s'informer sur les différentes ressources existantes. J'en ai terminé pour ma présentation. Si vous avez des questions. Alors déjà, je voulais vous remercier pour le travail parce que, et vous dire ma désolation de voir que tout ce travail-là n'est pas mis en valeur comme il devrait l'être. Le centre social, c'est la vie de la commune dans sa globalité. C'est là où on est le plus près des habitants et c'est là qu'on est au contact avec aussi bien les plus petits dès la naissance jusqu'à la fin de leur jour. On est sur la vie de la commune. Complètement. C'est un travail, refaire un projet comme ça, c'est un travail d'une année puisqu'il y a de la recherche, des bilans par rapport à ce qui a été fait et une remise en cause du travail qui a été fait puisque cette remise en cause permet justement de réorienter sur d'autres axes ou de reprendre de nouvelles orientations. Enfin voilà, de trouver quel est le chemin qui sera le meilleur pour aller jusqu'à la satisfaction du plus grand nombre des Voséliens. Bien, quand on a un projet aussi, aussi fortement écrit, aussi clair et aussi précis, pendant le temps de l'agrément, ça permet aussi aux services de savoir où ils vont sans se poser de questions, parce que quand on sait où on va, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc là, on avait un agrément de 3 ans. Là, il y a un enjeu fort, puisque le prochain agrément, il sera, on l'espère, au moins de 3 ans, et puis pourquoi pas 4 ans, c'est le maximum. Donc on a un enjeu fort aujourd'hui, et on n'est pas là, voilà, on n'est pas là pour valider cet enjeu fort, et je trouve ça dommage. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui a des questions. Bon, ça nous avait été présenté. Daniel, peut-être? Non. Alors. Ah.
Mais il était joint au conseil. Il est joint en pièce annexe. Peut-être que ça ne s'ouvrait pas. Bon, ben merci beaucoup. Merci au service pour le travail qui a été fait. Hein. Et puis, ça va nous permettre de poursuivre un peu plus serein. Donc, je mets au vote qui s'oppose, qui s'abstient. Bon, une abstention. Voilà. Merci. Donc, on va passer à la question 6. La convention avec Orange pour la mise en souterrain des réseaux de communication électronique sur le périmètre des travaux d'enfouissement. Donc, la 6 est ici. La ville avait demandé l'inscription au fonds départemental pour l'amélioration esthétique des réseaux électriques et de communication d'une seconde tranche de travaux de la rue Jacques Duclos au titre du programme 2019. La commission départementale ayant retenu notre projet, nous avons été informés que les travaux seraient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d'Enedis et financés dans le cadre des dispositions de l'article 8 du cahier des charges de concession qui lie Enedis aux siennes. Les travaux consistent à enfouir les réseaux électriques de télécommunications ainsi que de l'éclairage public avec une participation financière à charge de la commune pour ce qui concerne l'enfouissement des réseaux de télécommunications et d'éclairage public. La présente convention d'Orange stipule que la ville procède aux travaux de génie civil, réalisation de tranchées, pose des chambres de tirage et des fourreaux en PVC et Orange réalise les études d'adduction, installe le matériel de câblage et la dépose des supports et des câbles aériens. Cette prestation est facturée pour un montant net de 587,37 €. Toutefois, compte tenu de la présence d'appuis communs, Orange remboursera à la collectivité la fourniture des chambres de tirage pour un montant net total de 494,41 €. Ce dossier a été vu en commission travaux le 3 juin dernier. Je vous propose d'adopter cette proposition et de m'autoriser à signer la convention correspondante. Avez-vous des questions? Donc je mets au vote qui s'oppose, qui s'abstient. Merci. Nous allons passer à la question 8, convention avec le Sienne pour le projet d'éclairage du stade de foot du terrain des wagons. Monsieur Saget. Dans le cadre de la concession d'exploitation du service public de distribution de l'énergie électrique, les investissements réalisés par la commune sur les réseaux électriques et d'éclairage public donnent droit à l'obtention d'une redevance d'investissement, appelée R2, de la part du concessionnaire, article 2.3 de l'annexe 1 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique. Le SIEN, syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et l'environnement de la Nièvre, en sa qualité d'autorité concédante, pilote les démarches auprès de RDF pour l'établissement de cette redevance et en perçoit le montant. Il nous la reverse sous la forme de prestations équivalentes au montant de la redevance, la TVA restant à la charge de la commune. La ville a décidé de confier aux Siennes la réalisation de l'éclairage du terrain d'honneur du site des wagons en bénéficiant du montant de la redevance d'investissement, le complément du financement des travaux ayant été inscrit au budget 2020 de la ville. Le programme concerne la réalisation des travaux suivants: la dépose des pylônes supportant les projecteurs actuels, la pose de 4 nouveaux mâts de 22 mètres supportant chacun 5 projecteurs LED de 1580 watts commentés depuis une armoire nouvelle, la dépose des 2 mâts situés côté sud du stade stabilisé avec la reprise de l'éclairage depuis les 2 mâts situés côté nord du stade d'honneur, l'éclairage de la rampe d'accès PMR, les travaux de câblage et de raccordement. Le SIEN a estimé la dépense à 142 400 € hors taxe. Elle sera subventionnée à hauteur de 35 600 €. La maîtrise d'ouvrage déléguée ne fera l'objet d'aucune rémunération. Ce dossier a été examiné en commission voirie et environnement en date du 3 juin 2020. C'est pourquoi je vous propose d'adopter cette proposition et d'autoriser Madame le maire à signer la convention correspondante. Le projet de convention est joint au présent ordre du jour, l'annexe 7. Merci. Alors,
petit point de précision, ce budget était prévu dans l'enveloppe globale qui vous a été présentée sur le terrain de football. Ce n'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose qui est inclus, qui en fait partie, et justement qui fait partie des points sur lesquels notre estimation était un peu haute, ce qui va nous permettre, avec une estimation un peu plus basse, enfin plus précise, et une aide, d'avoir vraiment une différence sensible sur ce poste éclairage. Et d'ailleurs, nous avons reçu les possibles fournisseurs de terrain en début de semaine. Ils se sont déplacés à 5 ou à 6. 5, voilà. Donc ça veut dire que notre terrain aura quelqu'un pour le faire pendant l'été. Il n'y a pas de souci avec 5 personnes qui se sont déplacées. Ça va avancer. Y a-t-il des questions? Non. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Donc, m'a été redit que nous avons besoin de prendre le plan de formation parce qu'il doit être versé avant le 30 juin. Donc, on va passer aussi cette délibération numéro 10. Le plan de formation regroupe l'ensemble des dispositifs d'apprentissage et d'action de formation prévus pour une période donnée, traduisant les choix de l'encadrement au regard de l'acquisition, du maintien et du développement des capacités et des compétences individuelles et collectives de la collectivité. Il contribue à atteindre les objectifs globaux de la collectivité et à améliorer les performances collectives et individuelles des agents. Aussi, cette démarche d'élaboration d'un plan de formation s'inscrit dans une gestion prévisionnelle des ressources humaines. Il permet de s'adapter tant aux évolutions des besoins des usagers qu'à celles des outils et méthodes de travail. Ces propositions d'action pourront, au cours de la période retenue, faire l'objet d'adaptations en fonction des besoins spécifiques de certains de nos agents. Il sera alors possible de compléter l'actuel pour l'adapter aux besoins de la collectivité et aux sollicitations pertinentes du personnel lors des entretiens professionnels. Cette année exceptionnelle a nécessité une révision du plan de formation pour une présentation au plus près de la réalité. Les formations prévues entre le 16 mars 2020 et le 31 août 2020 ont dû être supprimées par le CNFPT, donc le plan de formation a été ajusté en conséquence. Toutefois, le présent plan est institué pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020. Ce dossier a été abordé en comité technique du 5 juin dernier et a été examiné en commission du personnel le 8 juin 2020. C'est pourquoi je vous propose d'approuver le plan de formation 2020 des agents. Avez-vous des questions sur ce plan de formation? Non, donc je mets au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Donc la question ensuite 11, puisqu'il s'agit de salaire aussi, donc c'est l'indemnité d'astreinte de la filière police municipale. Donc je vais reprendre de façon plus courte parce que là vous avez des tableaux aussi. Donc la mise en œuvre des astreintes de sécurité destinées à assurer un fonctionnement optimal des services publics dont l'intervention peut se justifier à tout moment pour assurer des missions spécifiques. Il s'agit en particulier d'assurer la sécurité publique et la continuité des services. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet, avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. L'astreinte est composée d'un agent. Les policiers municipaux seront d'astreinte à tour de rôle. Le roulement s'effectue toutes les semaines. Les astreintes ont lieu sur les pauses méridiennes et en dehors des heures de travail. L'agent d'astreinte dispose d'un téléphone d'astreinte et tout autre équipement disponible au service de la police municipale, y compris un véhicule de service. Les agents titulaires et stagiaires de la filière police municipale sont concernés par le dispositif des astreintes. Certains agents ne peuvent pas bénéficier du régime des astreintes. Ce sont les agents bénéficiant d'un logement de fonction par nécessité absolue de service et ceux bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévues par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001. Le temps d'astreinte fait l'objet d'une indemnisation réglementaire fixée par référence au dispositif en place au ministère de l'Intérieur ou d'un repos compensateur. Les astreintes seront indemnisées selon les taux qui vous ont été signalés sur votre document.
La compensation d'intervention effectuée pendant une astreinte, il s'agit des repos compensateurs accordés en contrepartie d'une intervention correspondant au nombre d'heures de travail effectif majoré tel que défini dans la délibération du Conseil municipal du 23 juin 2015 instaurant le régime de récupération des heures supplémentaires. Les jours et heures de repos compensateurs seront fixés par le responsable du service en fonction des vœux de l'intéressé et des nécessités de service. Ce dossier a été vu en comité technique du 5 juin dernier et examiné en commission du personnel le 8 juin 2020. C'est pourquoi je vous propose de m'autoriser à rémunérer ou compenser les périodes ainsi définies conformément au texte en vigueur et de m'autoriser à prendre et à signer tout acte y afférent. Avez-vous des questions? Non? Donc je mets au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Et donc le dernier point que nous allons voir, c'est la création d'une prime exceptionnelle pour les agents qui ont été confrontés à un petit peu plus de pression, je vais dire, de pression psychologique aussi, parce que quand on ne sait pas quel est l'ennemi un peu qu'on doit combattre, c'est un peu difficile. Et bon, nous avons eu, nos soldats étaient là pour faire le travail, donc cette prime vise à les remercier. Donc j'ai toute une déclinaison de lois sur lesquelles nous nous appuyons, dont certaines très récentes, des lois de finances rectificatives de 2020 en particulier, et puis donc des considérants. Donc considérant que conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a pour assurer la continuité du fonctionnement des services conduit à des sujétions particulières significatives de travail. Considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir les critères d'attribution au sein de la ville de Varennes-Vauzelles, cette prime sera attribuée aux agents ayant été directement exposés au risque de contagion pendant l'état d'urgence sanitaire du 18 mars au 10 mai 2020. Donc il s'agit des agents en lien direct avec les enfants des personnels soignants, ayant effectué l'entretien des locaux recevant des enfants des soignants, ayant effectué des missions de salubrité publique, et en lien direct avec les personnes âgées dans le cadre de la convention d'accueil d'un collaborateur occasionnel passé entre l'agent et l'établissement de personnes âgées, MAPAD ou résidence autonomie. Le versement de cette prime est possible pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics. Cette prime exceptionnelle sera d'un montant maximum de 1 000 € calculé au prorata du nombre de jours d'intervention et versé en une seule fois, soit 20 € par jour de présence durant cette période. Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir à l'engagement professionnel. Elle est exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi numéro 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour l'année 2020. Ce dossier a été vu au comité technique du 5 juin dernier et vu aussi en commission du personnel le 8 juin 2020. Aussi, je vous propose d'instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement exposés pendant l'état d'urgence sanitaire, de m'autoriser à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus et de prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire. Je tiens à préciser qu'avant que l'État ne parle vraiment précisément de primes spécifiques, nous avions déjà abordé ce point. Nous l'avons officialisé le 15 avril lors d'une de nos réunions de crise et nous en avions déjà parlé fin mars où nous avions considéré qu'il était important de remercier à notre façon aussi les personnels. Alors donc on va attendre aussi de savoir où on en est au sujet des personnels soignants qui, eux, sont considérés à obtenir une rémunération qui sera décidée par l'État, par l'ARS en l'occurrence. Là, nous n'avons encore pas toutes les informations, donc nous attendons de savoir comment ça va se passer. Et donc nous, ça concerne tous les autres personnels qui ne sont pas les personnels soignants, mais on va essayer de faire en sorte que tout le monde perçoive sa prime à peu près au même moment. C'est pour ça qu'il était important qu'on soit prêt pour pouvoir le faire au plus vite possible, et j'espère que ça... On en parle depuis un moment de cette prime, et voilà, ça serait bien qu'on arrive à pouvoir la donner quand les gens vont en avoir besoin, peut-être avant de partir un peu en vacances, ce que je souhaite pour eux. Avez-vous des questions ?
On a combien? On a une quarantaine de personnes concernées? Un peu moins. Il y a des personnes qui vont avoir 2 jours et d'autres qui vont avoir 30 jours parce que ça va dépendre du temps qui a été passé. Il nous est arrivé d'être obligé de changer d'équipe parce que quand on a eu des problématiques, on avait toujours des suspicions qui arrivaient, mais après il s'avérait qu'il n'y avait pas de problème majeur, mais dès qu'on avait la moindre problématique, on faisait basculer les enfants dans un autre établissement, donc on changeait les personnels aussi pour vraiment avoir une sécurité plus. Et ça a fait que certaines personnes sont venues seulement pour 2 ou 3 jours et d'autres pour des temps plus longs. Mais globalement, on a eu un personnel qui était très présent, qui a été très positif aussi dans la démarche tout au long. C'est ce qu'il faut saluer. On a remarqué vraiment une volonté d'être présent, de servir la commune et de servir la population. Voilà, donc j'en profite aussi pour les remercier. Sur les établissements MAPAD et résidence autonomie, on n'a pas eu de grosses problématiques d'absence de personnel. On a eu quasiment tous les effectifs au complet. Donc ça a été pour nous quand même plus facile à gérer que si on avait eu aussi des problématiques de personnel qui soient plus en retrait. Voilà, donc c'était le moment aussi de leur montrer notre remerciement. 20 € par jour de présence. Voilà. Donc c'est au nombre de jours de présence durant cette période. Pour toutes les personnes que j'ai listées tout à l'heure, donc qui ont été présentes pendant cette période de crise sanitaire. Présentes sur des lieux plus à risque. Voilà, on est plutôt sur les personnes qui ont été au contact avec éventuellement un potentiel risque. Donc je mets au vote qui s'oppose, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc nous avons vu tous les points qui étaient indispensables puisque les échéances maintenant, la prochaine échéance, je pense, de conseil, elle va se situer plutôt fin juillet. Début juillet. Mais début juillet, ça va être les mises en place. Et puis après, mi-juillet, le temps de préparer un conseil, s'il y a des commissions ou quoi. Voilà. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et je remercie l'ensemble des personnels qui nous ont accompagnés ce soir et qui ont participé à ce conseil municipal. Merci.